Je me tenais dans l'étude du notaire, mon pull acheté en friperie me grattant la peau, me sentant comme un moineau piégé dans une pièce remplie de faucons. Le testament de ma grand-mère venait de faire l'effet d'une bombe dans ma vie. Pour hériter de ces millions, je devais vivre dans son manoir abandonné au cœur de la Touraine pendant 30 jours avec rien d'autre que les vêtements que je portais. Pas de téléphone, pas d'argent, aucun contact avec le monde extérieur. Ma tante Claire et son mari Étienne étaient assis en face de moi, leurs costumes sur mesure brillant comme des armures, leurs yeux scintillant d'une avidité capable d'avaler une personne tout entière. Je pensais que ma grand-mère me punissait, mettant ma douceur à l'épreuve de son acier. Je n'avais aucune idée que sa vieille demeure en ruine cachait un secret qui allait changer tout ce que je croyais savoir sur elle et sur moi-même. Quand j'étais plus jeune, je n'avais visité son manoir qu'une seule fois, un souvenir flou d'avoir monté des escaliers qui craquaient et senti la lavande dans son jardin. Ma grand-mère n'était pas du genre câline. C'était un magnate de l'immobilier, une femme qui pouvait réduire au silence une salle de réunion d'un seul regard. Je l'aimais, mais c'était le genre d'amour que l'on ressent pour une montagne. Distant, impressionnant et un peu terrifiant. Pour elle, j'étais une déception. Amélie, la graphiste discrète qui préférait dessiner des fleurs sauvages plutôt que de briguer un poste à haute responsabilité, noyée sous les missions en freelance et les prêts étudiants. Alors, quand le notaire m'a convoqué pour la lecture du testament, je m'attendais à une tape sur la tête, peut-être un vieux livre poussiéreux de sa collection. Pas à ça. Le bureau sentait le bois ciré et l'argent ancien. Claire et Étienne étaient assis comme des rois, leurs visages drapés d'un faux chagrin, mais leurs yeux étaient vifs, prédateurs, attendant la mise à mort. Le notaire, un homme qui semblait être né avec un stylo-plume à la main, égrenait d'une voix monocorde les legs mineurs, un peu d'argent à des œuvres de charité, un tableau à un musée. Puis il en est arrivé au gros lot. Le patrimoine valant des millions en propriété, actions et liquidités. À ma petite fille, Amélie, lut-il, sa voix sèche comme du parchemin. Je lègue l'intégralité de ma succession. La pièce devint silencieuse. Mon cœur s'arrêta. Les ongles parfaitement manucurés de Claire s'enfoncèrent dans l'accoudoir de son fauteuil, et la mâchoire d'Étienne se contracta comme s'il venait de recevoir une gifle. Je fixai le notaire. Mon esprit vide, attendant la chute. Et elle arriva. Il y a une condition, continua-t-il, me regardant par-dessus ses lunettes. Amélie doit résider seule dans mon domaine de campagne, le domaine de la Saulais, pendant 30 jours consécutifs. Elle doit arriver sans possession, sans fonds, sans aucun appareil de communication. Elle doit survivre uniquement grâce à ce que la propriété fournit. Les lèvres de Claire se retroussèrent en un sourire suffisant, et Étienne se renversa en arrière, croisant les bras comme s'il avait déjà gagné. Le notaire poursuivit, « Votre tante et son mari surveilleront votre conformité chaque semaine. Si vous quittez la propriété ou ne respectez pas les termes, la succession leur reviendra. » Cela m'a frappé comme une vague de froid. Ce n'était pas un cadeau. C'était un piège, une dernière pique d'une grand-mère qui me pensait trop faible pour survivre dans son monde. Claire et Étienne rayonnaient presque, planifiant déjà comment dépenser la fortune qu'ils étaient sûrs que je perdrais. Le trajet jusqu'au domaine de la Saulais dura des heures, serpentant à travers les forêts denses et brumeuses de la Touraine. Le notaire me déposa au bout d'une allée de gravier, le portail en fer forgé se refermant derrière moi dans un grincement, comme la porte d'une cellule. Le manoir se dressait devant moi, squelette gothique de sa gloire passée. Les fenêtres étaient barricadées, les murs de pierre étouffés par le lierre, les jardins un enchevêtrement de ronces. La pluie se mit à tomber, vive et froide, alors que je me traînais vers la porte d'entrée. Ma grand-mère avait bâti un empire à partir de rien. Et maintenant, elle m'avait jeté dans cette ruine pour prouver que je n'étais pas à la hauteur. Du moins, c'est ce que je pensais. La porte en chêne gémit alors que je la poussais, libérant une rafale d'air qui sentait la poussière et les années oubliées. À l'intérieur, le domaine de la Saulais était une tombe. Le grand hall d'entrée, autrefois poli et fier, était recouvert d'une poussière grise. Le lustre au-dessus était drapé de toiles d'araignée comme un voile de deuil. Mes baskets laissaient des empreintes sur le sol. Le seul signe de vie en ce lieu. Je frissonnais, pas seulement à cause du froid qui s'infiltrait à travers les murs, mais aussi à cause du poids de la situation dans laquelle je m'étais mise. Pas d'électricité,
Pas d'eau courante, pas de nourriture. Juste moi, seule dans une maison qui semblait m'observer. Le premier jour, je me suis démenée pour survivre. J'ai fouillé la cuisine, espérant trouver quelque chose de comestible, mais les placards étaient vides, à l'exception de quelques assiettes ébréchées et d'une boîte de thé rouillé. Les robinets crachèrent une boue marron avant de se tarir. Dans un placard à linge poussiéreux, j'ai trouvé des couvertures élimées, mais elles ne suffisaient guère à arrêter le froid qui montait du plancher. Alors que le soleil se couchait, la maison devint plus sombre, plus menaçante. J'allumai un bout de bougie que j'avais trouvé dans un tiroir, sa faible flamme vacillant comme mon propre courage. À la tombée de la nuit, je me suis recroquevillée sur un canapé affaissé dans le salon, enveloppé dans un rideau moisi que j'avais arraché d'une fenêtre, écoutant la maison prendre vie. Le vent hurlait sous les combles, une plainte sourde qui semblait presque humaine. Les murs craquaient, et quelque chose grouillait derrière eux. Des souris, j'espérais, mais mon imagination me suggérait bien pire. Mon estomac se rongeait lui-même, la faim aiguisant ma peur. Je pensais à Claire et Étienne, probablement en train de siroter du vin dans leur luxueux appartement, se moquant de l'idée que je puisse tenir une seule nuit. Ils n'avaient pas tort de douter de moi. Je n'avais jamais été la plus forte. En ville, je joignais les deux bouts avec des nouilles instantanées et des missions de design tard le soir. Toujours à un paiement manqué du désastre. C'était différent. C'était de la survie, et je n'étais pas faite pour ça. J'ai à peine dormi, me réveillant en sursaut à chaque son, mon esprit rejoint le regard froid et calculateur de ma grand-mère. Elle m'avait toujours vue comme fragile, une rêveuse qui ne réussirait jamais dans son monde impitoyable. Cette épreuve semblait être sa façon de le prouver, de me voir me briser d'outre-tombe. Au matin, j'étais prête à abandonner. Je retournerais en ville à pied s'il le fallait. Au diable la fierté. Mais alors le soleil se leva, déversant une lumière dorée à travers les fenêtres sales, et la maison ne semblait plus si monstrueuse. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle attendait que quelqu'un prenne soin d'elle. Poussée par la faim et une étincelle d'entêtement, je recommençai à chercher, cette fois avec un but. Dans le garde-manger, derrière une pile de bocaux vides, je trouvai un unique bocal de pêche au sirop, intact, brillant comme de l'ambre dans la lumière du matin. À côté se trouvait un ouvre-boîte rouillé, comme s'il avait été laissé juste pour moi. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais, le couvercle sautant avec un sifflement satisfaisant. Je me suis assise sur le sol froid de la cuisine et j'ai mangé le fruit doux et sirupeux, inondant mes sens de souvenirs d'été lointains. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était une bouée de sauvetage. Ma grand-mère, la femme qui planifiait tout, avait laissé ça ici. Pas par hasard, mais à dessein. Ce bocal a tout changé. Je ne faisais plus que survivre. Je cherchais quelque chose. Quelque chose que ma grand-mère voulait que je trouve. La maison n'était pas une punition. C'était une énigme, et je venais de trouver la première pièce. Les pêches m'ont donné assez de force pour continuer, mais elles n'ont pas apaisé le doute qui me rongeait l'esprit. Qu'est-ce que je cherchais ? Pourquoi ma grand-mère, une femme qui m'avait à peine parlé depuis des années, m'avait-elle choisi pour cela ? J'ai commencé à explorer le domaine de la Soleil pièce par pièce, non pas comme une pilleuse désespérée, mais comme quelqu'un à la poursuite d'une vérité que je ne comprenais pas encore. La maison était un labyrinthe de contradictions. De grandes salles de bal au papier peint qui s'écaillaient, une salle à manger avec une table dressée pour un festin qui n'a jamais eu lieu. Chaque recoin portait les échos de la vie de ma grand-mère. Mais j'avais besoin de plus que des échos. J'ai appris à vivre avec les rythmes de la maison. J'ai trouvé un carré de murs sauvages dans le jardin envahi, acidulé mais comestible, et j'ai appris à faire bouillir de l'eau sur un feu que j'ai allumé dans la vieille cheminée. Mes mains étaient couvertes d'ampoules à force de couper du petit bois. Mon corps était endolori de dormir par terre. Mais je ressentais une étrange fierté. Je survivais, et peut-être même que je m'épanouissais d'une manière que je n'avais jamais connue en ville. Pourtant, la solitude était écrasante. La nuit, les bruits de la maison, les craquements, les chuchotements, les grouillements, sonnaient comme des accusations, me rappelant que j'étais seule dans un endroit qui ne voulait pas de moi. Un après-midi, j'ai pénétré dans le bureau de ma grand-mère, une pièce que j'avais évitée car elle lui ressemblait trop, tranchante, imposante, intouchable.
Le bureau était encombré de registres, mais un mur était tapissé de livres qui n'avaient rien à faire là. De la poésie, des romans, des livres sur le jardinage et les fleurs. C'était comme trouver une fissure dans son armure. J'ai passé mes doigts sur les dos des livres, et l'un d'eux, un guide usé sur les fleurs sauvages, est tombé. Il était trop léger. Je l'ai pris, et ce n'était pas un livre du tout, mais une boîte creuse. À l'intérieur, il n'y avait rien, juste du velours délavé. Mais en le remettant en place, mes doigts effleurèrent un loquet caché. Avec un léger clic, la bibliothèque s'ouvrit, révélant une pièce étroite et secrète. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'entrais. L'air était lourd de l'odeur de l'encre et du vieux papier. Sur un petit bureau en bois se trouvait un unique journal en cuir, sa couverture usée mais élégante. Je l'ai ouvert, mon souffle se coupant à la vue de l'écriture de ma grand-mère. Pas l'écriture audacieuse du magnate que je connaissais, mais les mots soignés et pleins d'espoir d'une jeune fille. Un automne, quand j'avais 16 ans, commençait la première entrée. J'ai juré que je m'échapperais de cette petite ville. J'ai un don pour les chiffres et un rêve plus grand que ces champs. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. Je me suis laissé tomber sur le sol, lisant jusqu'à ce que la lumière baisse. Ce n'était pas la grand-mère que j'avais crainte. C'était une jeune fille avec le feu au cœur, se battant pour une vie qu'elle pouvait à peine imaginer. Le journal se terminait par une note énigmatique sur « les étoiles au-dessus du berceau », et je savais que c'était un indice. Ma grand-mère ne testait pas ma survie. Elle me guidait vers son histoire, et j'étais déterminée à la suivre. La première visite hebdomadaire de Claire et Étienne est arrivée comme une tempête. Ils ont fait irruption, les talons de Claire claquant sur le sol. Étienne agrippant un porte-bloc comme une arme. « Tu tiens toujours le coup, Amélie, » dit Claire, sa voix dégoulinant de pitié. « Tu n'es pas obligée de faire ça, tu sais. » Je me tenais près du feu que j'avais allumé, les mains maculées de suie, et je souris. « Je vais bien, » dis-je, ma voix assurée. Leurs sourires narquois vacillèrent. Ils ne savaient rien du journal, des pêches, de l'étincelle qui grandissait en moi. Ils pensaient que j'étais en train de craquer. Ils n'avaient aucune idée que j'étais en train de construire quelque chose de nouveau. Les journaux sont devenus mon obsession. Chacun menait au suivant, une piste de secret que ma grand-mère avait cachée pour que je les trouve. Le deuxième journal, dissimulé dans une chambre d'enfant sous une pile de vieilles couvertures, parlait d'un amour qu'elle avait perdu, un peintre qui avait capturé son cœur mais qui avait été chassé par la richesse et les attentes de sa famille. Le troisième, caché derrière une brique de cheminée, relatait son ascension au pouvoir. Chaque affaire était une brique de plus dans le mur qu'elle construisait autour de son cœur brisé. À chaque page, je la voyais non pas comme un titan, mais comme une femme qui s'était battue, qui avait aimé et qui avait pleuré. Et je me voyais moi-même, mes doutes, mes rêves, se refléter dans ces mots. Je devenais plus forte, moi aussi. J'ai appris à récupérer l'eau de pluie dans de vieux seaux pour cuisiner les champignons que j'avais cueillis sur le feu. Mes mains, autrefois douces à force de dessiner, étaient calleuses et capables. La maison, autrefois un monstre, était maintenant mon allié, ses secrets se dévoilant comme une carte. Mais les visites de Claire et Étienne devenaient plus acerbes, leurs paroles chargées de venin. « Tu perds ton temps », lança Étienne lors de leur troisième visite, ses yeux balayant le salon poussiéreux à la recherche de signes de mon échec. « Cet endroit te brisera. » Je me contentais de sourire, serrant le dernier journal, sachant qu'il ne comprendrait jamais. Le dernier journal, trouvé dans un coffre verrouillé au grenier, contenait l'indice final, une référence à un refuge près de l'âtre. J'ai passé des heures à fouiller la cheminée principale, mes doigts sondant chaque pierre jusqu'à ce que l'une d'elles cède, révélant un petit coffre-fort. À l'intérieur se trouvait un document plié, le véritable testament, et une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main élégante de ma grand-mère. Mon cœur s'emballa. C'était ça, la clé de tout. Le jour de la visite finale de Claire et Étienne arriva, leur voiture crissant sur l'allée comme un prédateur traquant sa proie. Je me tenais dans le hall, les journaux empilés sur une table, le testament à la main. Ils entrèrent, le sourire de Claire aussi tranchant qu'une lame. Le porte-bloc d'Étienne prêt à déclarer ma défaite. « Amélie, ma chérie », ronronna Claire. « Tu es arrivée jusqu'ici. C'est tellement dommage de tout perdre maintenant. »
Je croisai leurs regards, ma voix calme, mais dure comme le fer. L'épreuve est terminée. Vous devez voir ça. Je les conduisis au salon où le feu crépitait, projetant des ombres sur les journaux. Savais-tu, dis-je à Étienne, ma voix stable, que ma grand-mère a écrit que tu avais cassé sa tasse de thé préférée quand tu étais enfant? Elle a dit que tu étais gentil mais que tu avais peur d'assumer tes erreurs. Son visage pâlit, son porte-bloc tremblant. Et Claire, me tournai-je vers elle. Elle a écrit que tu lui empruntais son collier pour les soirées, que tu aimais plus l'éclat que le cœur qui l'accompagnait. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, sa confiance se fissurant. Cette maison n'est pas vide, dis-je, ma voix basse mais lourde de vérité. Elle est pleine de son histoire. L'épreuve ne consistait pas à survivre. Elle consistait à la comprendre. Je brandis le véritable testament. Et voici ce qu'elle voulait vraiment. Claire le lui arracha, ses mains tremblant en le lisant. Son visage se décomposa alors que les mots s'imprégnaient. Le testament me nommait héritière, mais incluait une dernière condition. Une partie de la succession financerait la fondation de la Soleil, une œuvre de charité pour les arts et l'histoire locale, dont je serais la présidente. Et Claire et Étienne, s'ils voulaient leur part, devaient travailler pour elle sous mes ordres pendant 5 ans. J'ouvris l'enveloppe, lisant à haute voix la dernière lettre de ma grand-mère. Ma très chère Amélie, commençai-je, la voix étranglée par l'émotion. Tu as trouvé mon histoire, et maintenant tu écriras la tienne. Je n'ai pas été une bonne mère, mais je sais que tu seras une grande dirigeante. Apprends-leur ce que je n'ai pas pu leur apprendre. Les yeux de Claire brillaient de larmes. Étienne baissa la tête. Ils n'étaient pas seulement vaincus. Ils étaient exposés. Leur cupidité mise à nu par une femme qui avait vu clair en eux, même dans la mort. Je ressentis une vague de fierté, non seulement pour avoir gagné, mais pour perpétuer son héritage. 1 an plus tard, j'étais assise en bout de table dans la bibliothèque restaurée du domaine de la Soleil, devenue le siège de la fondation de la Soleil. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres, réchauffant la pièce où j'avais autrefois grelotté dans le noir. L'air vibrait de la concentration silencieuse d'une réunion du conseil d'administration, mon équipe discutant des subventions pour les artistes locaux et des projets de préservation. Claire et Étienne étaient assis en face de moi, non pas comme des ennemis, mais comme des collègues, changés, humblés, à ma surprise, compétents. Étienne, autrefois un homme aigri courant après l'ombre de sa mère, avait trouvé sa vocation dans la collecte de fonds. Son esprit vif, autrefois utilisé pour des manigances, sécurisait maintenant des donateurs avec une passion que je ne lui connaissais pas. Claire, qui avait autrefois vécu pour le statut, s'était jetée à corps perdu dans l'organisation de nos galas de charité, son charme attirant les foules et les soutiens. Ils n'étaient pas parfaits. Aucun de nous ne l'était, mais ils essayaient. Pour la première fois, nous nous sentions comme une famille, pas un champ de bataille. Je pensais souvent à la lettre de ma grand-mère, ces mots étaient un guide. Elle ne m'avait pas seulement donné sa fortune. Elle m'avait donné une mission, guérir ce qu'elle n'avait pas pu. Les journaux, maintenant archivés en toute sécurité, étaient le cœur du travail de la Fondation, inspirant des expositions sur sa vie et l'histoire de la Touraine. J'avais grandi, moi aussi. La jeune fille qui doutait d'elle-même avait disparu, remplacée par une femme qui avait appris à allumer des feux, à résoudre des énigmes et à diriger avec compassion. La maison, autrefois une ruine, était de nouveau vivante, ses couloirs remplis de sens. Ma grand-mère ne m'avait pas seulement laissé son histoire. Elle m'avait laissé un moyen de réécrire la nôtre. Je regardais Claire et Étienne, leur visage plus doux maintenant, et je ressentis une gratitude tranquille. Nous construisions quelque chose ensemble, pas seulement un héritage, mais une famille, pas à pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cela signifie beaucoup pour moi de la partager avec vous. Si elle vous a touché, s'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'histoires qui explorent les profondeurs du cœur. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À la découverte des vérités cachées dans nos propres vies. On se retrouve dans la prochaine.
my god, good. Why are they over in yellow? We still have a lane to get through, bro. You're way more farmed than me. If anything, I should be the... It's fine. We'll just, you know, lose our green walker because I am not farmed up like that Rem. And he doesn't want to help juice me at all. He'd rather just watch me feed. For the running of the goat. Batter up, baby. I'm actually... Even Celeste is gonna die now. There's no escaping me. Yeah, so now they've just steamrolled the lane. That's cool. Love that. That is super helpful and cool and nice. You ain't stopping me. I see Abrams. Let's go mid. Headed to blue. You want a piece of me? You're dead. They claim they earn. Yeah, well, we knew that was gonna happen. You got it. Finally, I can afford some of the good shit. You getting snow? No, but we are getting wind. At least I don't think we're getting snow at the moment. I haven't seen snow, but I do have a lot of wind. Come down. Wow, that's crazy.